Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons voir les systèmes de transformation et transmission de mouvement. Vous allez pouvoir me suivre facilement à l'aide du document, sinon il n'y a aucune prise de notes à prendre, c'est vraiment juste d'écouter et d'essayer de comprendre. Tout est dans le document, tout ce qui est dans la présentation va être dans le document PDF aussi. Donc, commençons par le vélo. Le vélo est un exemple de système qui transmet le mouvement. Dans le fond, une transmission de mouvement se fait quand on n'a pas de changement au niveau de la nature du mouvement. Le vélo, donc, on fait une rotation au niveau du pédalier et ça entraîne une rotation au niveau de la roue. Rotation à rotation, c'est de la transmission de mouvement. Dans ces systèmes-là, il y a toujours des organes menés et des organes moteurs. Et généralement, entre les deux, on va avoir ce qu'on appelle des organes intermédiaires. Dans le cas du vélo, on a donc le plateau, qui est au niveau du pédalier, qui sert d'organe moteur. Donc, c'est là où est appliquée la force motrice. Le pignon, qui est attaché après la roue, est l'organe qui est mené, c'est-à-dire qui va subir la transmission du mouvement. Et finalement, la chaîne, qui relie ensemble le plateau et le pignon, est un organe intermédiaire qui va servir à transmettre encore le mouvement du plateau jusqu'au pignon. Premier système au niveau de la transmission, ça va être les roues de friction. Les roues de friction, c'est deux roues avec généralement une espèce de caoutchouc autour qui leur permet d'adhérer ensemble et qui vont ensemble faire une rotation. Attention, ils font dans le sens inverse. On peut le voir ici sur l'image. Une tourne en sens horaire, l'autre va aller anti-horaire. Vous avez une image réelle de la chose en industrie. On peut avoir plus que deux roues de friction ensemble, ça peut être tout un système. La roue d'engrenage, elle, c'est un peu le même principe que la roue de friction, sauf avec des dents. Les dents sont emboîtées ensemble. Il faut absolument qu'ils aillent le même pas pour que ça fonctionne. L'avantage de la roue d'engrenage, c'est qu'on n'a aucune possibilité de patinage, c'est-à-dire de déraper, de glisser une sur l'autre. À ce moment-là, on peut augmenter la force et la vitesse de notre machine. Les caractéristiques, on va juste faire apparaître ici quelques images. Des caractéristiques par rapport à ces deux systèmes-là, c'est que le sens est inversé, c'est-à-dire quand il y en a une qui tourne horaire et l'autre va tourner anti-horaire à côté. Si on a trois roues, par contre, on est donc un nombre impair, on peut avoir deux roues qui vont tourner dans le même sens et une dans l'autre sens. Donc, ça va s'alterner entre chaque roue ou engrenage à ce moment-là. La vitesse va changer selon le diamètre des roues ou le nombre de dents, comme dans les images en bas ici. Celle de gauche, donc celle de gauche ici, on va avoir une plus grosse et une plus petite. Donc la plus petite va toujours tourner plus rapidement que la Système numéro 2, c'est un peu l'évolution des roues de friction et des engrenages. C'est leur version avec une courroie ou une chaîne. Quand on a des roues de friction avec une courroie, ben, ça fait poulie et courroie. Puis quand on a des engrenages avec une chaîne, ben, ça donne chaîne et roue dentée. Encore une fois, c'est les mêmes avantages. On a du glissement dans poulie et courroie qu'on n'a pas avec chaîne et roue dentée. Par contre, la grosse différence avec le premier système, c'est qu'ici, on le fait à distance. On a un organe intermédiaire, donc qui est soit la courroie, soit la chaîne. L'organe intermédiaire sert à pouvoir transmettre le mouvement à distance. Donc, ça peut être pratique. Ici, vous avez un exemple avec une chaîne et un engrenage. Donc, l'engrenage, c'est important de dire que quand il est dans un système avec une chaîne, on l'appelle roue dentée. C'est du vocabulaire. Oui, c'est un peu niaiseux, mais c'est comme ça que ça me fonctionne quand même. Donc, quand il est avec une chaîne, on l'appelle roue dentée et non engrenage. Au niveau des caractéristiques,
Je vais apparaître quelques-uns ici encore. Le sens est conservé, donc ça c'est un avantage par rapport au premier système où les engrenages, les autres, c'était alterné entre chaque roue, entre chaque engrenage. Ici, le sens va être conservé par la courroie. On a un changement de vitesse, encore une fois, possible si on a un diamètre différent de roues. Donc, les plus petites roues vont toujours tourner plus vite que les grandes roues. Troisième système. Roue dentée et vis sans fin. Roue dentée et vis sans fin, c'est tout simplement une vis qui tourne sur elle-même, qui est fixée dans le fond, puis qui tourne sur elle-même, dans laquelle on a emboîté un engrenage, qu'on va encore ici une fois l'appeler roue dentée. C'est important de comprendre que les dents de la roue dentée doivent entrer dans le filetage de la vis pour que ça fonctionne. Un gros avantage de ce système-là, c'est qu'on peut le bloquer. C'est-à-dire que la dent, si on ne tourne pas la vis, mais la dent est prise entre deux filets de la vis. Donc, ça ne va pas bouger. Par contre, ça va très lentement comme système. Donc, ça, c'est un des inconvénients. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un tour de vis, il y a juste une dent qui se déplace au niveau de la roue dentée. Donc ici, on le voit un peu mieux parce que ça roule un peu plus lentement. Donc, un tour de vis fait déplacer la roue dentée de une dent. Donc, un autre avantage, c'est que ça change l'axe de rotation. Puis la vitesse, justement, est très diminuée. C'est un système, par exemple, qui est très, très fort. Et comme je disais, on peut l'utiliser en système de blocage. Parce que quand la vis ne tourne pas, ben, la roue dentée, elle est prise là. Il n'y a pas moyen de glisser. OK, prochaine section, c'est de la transformation de mouvement. Transformation de mouvement, comme son nom l'indique, ça fait un changement dans la nature du mouvement. Donc, une rotation va se transformer en translation ou vice-versa. Ça va dépendre des systèmes et de comment on l'utilise. Par exemple, ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est un piston, généralement d'une automobile. Donc, le vilebrequin qui est en bas, la partie mauve, quand elle fait une rotation, elle entraîne avec elle une espèce de rotation partielle de la tige bleue qu'on va appeler la bielle. Et le coulisseau, lui, s'occupe de faire la translation, donc de monter, descendre en translation. Vu qu'une rotation entraîne une translation, c'est une transformation de mouvement. Donc, tout à l'heure, c'était les transmissions de mouvement. C'était des rotations qui donnaient d'autres rotations. Là, ici, on change le mouvement. Rotation à translation ou translation à rotation. Premier système de transformation de mouvement, ça va être le pignon et crémaillère. Une barre dentée, donc ce que vous voyez en bas ici, la tige sur l'image, va entraîner la rotation d'une roue dentée. Donc la barre dentée, c'est la crémaillère et elle fait une translation. Et la roue dentée, qu'on va appeler ici un pignon. Et oui, là, vous avez 3 mots de vocabulaire à apprendre pour la même affaire. Là. Vous avez les engrenages dans le premier système. Vous avez les roues dentées. Et vous avez maintenant le pignon dans pignon et crémaillère. Donc, quand c'est une crémaillère, on appelle ça un pignon. Le pignon fait la rotation. Donc, crémaillère en translation, c'est la tige qui va de gauche à droite. Et en rotation, on a le pignon. Ici, vous avez un exemple. Donc, on voit bien la rotation du pignon et la crémaillère qui fait la translation. On le voit ici aussi. On utilise ça généralement dans les systèmes automobiles pour la gestion des roues, la crémaillère étant reliée aux roues et le pignon étant relié au volant. Quand vous tournez le volant, vous déplacez donc la crémaillère. Quand elle se déplace à droite, ben, les roues se cantent vers la droite et quand vous déplacez par la gauche, ben, à ce moment-là, les roues se cantent par la gauche. Deuxième système de transformation de mouvement, c'est bielle, manivelle et coulisseau. Vous avez donc une manivelle qui va être en rotation, liée à une bielle qui va effectuer la rotation partielle et le coulisseau qui est la partie qui fait la translation. Ici, je ne l'ai pas marqué dans mon PowerPoint, mais c'est très bien inscrit dans vos notes de cours. Le coulisseau, ça peut être un piston.
c'est lui qui fait la translation, généralement. À ce moment-là, la bielle sert d'organe intermédiaire, donc entre la manivelle et le coulisseau. C'est une rotation de la manivelle qui entraîne soit la translation du piston, ou si on appuie sur le piston, on va entraîner à ce moment-là la manivelle en rotation. Tout ça réalisé car la bielle est présente. Dans les moteurs d'automobile, c'est ce qui va faire justement propulser le vilebrequin autour des essieux, qui va permettre à la roue de tourner. Donc tout à l'heure, vous aviez un système de pignon et crémaillère qui fait tourner les roues de gauche à droite, aligner l'auto vers la gauche ou aligner vers la droite. Et ici, le système de bielle, manivelle et coulisseau qui va permettre à la roue de tourner sur elle-même. Donc, dans l'automobile, on a pas mal tous les systèmes, généralement. Les pistons, on voit bien ici, qui font la translation, sont guidés par le tube dans lequel ils sont pris. La rotation, la manivelle ici, bien qu'elle ne soit pas ronde, c'est le vilebrequin en dessous, ça reste une forme de manivelle. Troisième système de transformation de mouvement, c'est la came égalet. Came égalet est en fait un système, on peut l'appeler aussi came et tige poussoir, came et tige guidée. Le ministère préfère came égalet, bien que dans votre manuel, il soit marqué tige poussoir. On va comprendre dans l'examen, peu importe ce que vous nous écrivez. La came, en fait, c'est une portion ronde, généralement décentrée, qui va faire une rotation et qui va permettre à une petite tige, donc de là le terme tige-poussoir, d'effectuer une translation vers le bas ou vers le haut selon le moment à laquelle la came tourne. Différents types de cam amènent différents types de mouvements. Tout est possible à ce niveau-là. Quand on fait des points fantaisie avec une machine à coudre, par exemple, le fait que ça fait des petites fleurs tout seul et que l'aiguille se tasse de façon répétée, en format continu, c'est une cam qui va faire ça. Même en robotique, on peut l'utiliser pour faire des humanoïdes. Ça va donner des mouvements relativement humains de mouvements de tête. Donc, ça va être tout simplement des rotations au niveau d'une cam et d'une tige qui fait bouger des parties de corps d'un humanoïde robotique. Donc ça peut faire le travail aussi. Donc ça ici, c'est important de comprendre que quand vous appuyez sur la tige, la cam ne va pas se mettre à tourner. C'est pas un système qui peut être réversible. Donc c'est vraiment en rentrant en rotation, la cam permet la translation du galet, de la tige poussoir ou de la tige guidée, selon le vocabulaire que vous voulez utiliser. OK, le dernier système de transformation de mouvement, c'est sans doute le plus complexe. C'est le système vis-et-écrou. Le système vis-et-écrou peut fonctionner de deux façons. Vous avez la première façon où la vis est l'organe moteur. À ce moment-là, on empêche l'écrou de tourner. Et vous avez la deuxième façon où l'écrou est l'organe moteur. Et à ce moment-là, c'est la vis qu'on empêche de tourner. Ça donne différents systèmes, vous voyez sur les petits gifs en bas. Donc, quand c'est la vis qui tourne, on fixe l'écrou. L'écrou va donc faire une translation de gauche jusqu'à droite. Donc, rotation de la vis entraîne translation de l'écrou. Dans le gif que vous voyez à droite, c'est l'inverse. Quand je fais la rotation de l'écrou, la vis se met à se déplacer en translation. Donc, vous voyez ici, il y a une espèce de cavité dans la vis, dans celui de droite, et il y a une tige en l'intérieur. Donc, ça c'est le mécanisme qui empêche la vis de tourner. Donc, ça, c'est important de comprendre, c'est on fixe un ou l'autre des parties et la rotation va être soit la vis, soit l'écrou selon le système. Donc, ça, c'est une des particularités de ce système-là, vis et écrou. C'est vraiment important de comprendre sa différence. Tous les autres, si on revient, par exemple, en arrière, vous allez voir que c'est toujours la même portion du système qui fait la rotation ou qui fait la translation. Par exemple, le piston, bielle et manivelle, c'est toujours la manivelle qui fait la rotation. Elle ne va jamais se mettre à faire une translation. Dans le cas du système vis et écrou, lui, il peut avoir une espèce d'échange. Soit c'est la vis qui fait la rotation, soit c'est l'écrou qui fait la rotation. Donc ça, c'est sa différence principale.
OK, ici, vous avez un moteur. Vous avez deux systèmes à identifier là-dedans. Je vous laisse un moment pour y réfléchir ou vous pouvez mettre pause. Mais dans les deux cas, pensez vite. Tout, 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 tout. OK. La réponse. Vous avez en haut un système de cam et tige guidée. Vous les voyez tourner. C'est ce qui va venir ouvrir les soupapes pour faire entrer le gaz et sortir tous les produits de la combustion du gaz, donc les déchets principalement, qui va sortir à gauche. Le gaz, lui, entre par la droite. Mais les cams sont bien désynchronisés pour que ces deux événements-là arrivent de façon alternée. Et vous avez évidemment le système bielle, manivelle et coulisseau, dans ce cas-ci piston, dans l'auto. Donc, ces deux systèmes-là se retrouvent dans le moteur de la voiture.